We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senua's Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Aéroport Rochambeau, Guyane française, 5 février 1983. Le jour se lève sur la jungle. 7 heures de vol depuis La Paz, la capitale de la Bolivie. Malgré l'heure matinale, Klaus Barbie est souriant, joyeux même. Il pense que l'avion privé dans lequel il a pris place le ramène chez lui, en Allemagne, après 32 ans d'exil. Emmitouflé dans une vareuse militaire, il plaisante avec les journalistes de la télévision qui l'accompagnent. Il aimerait se raser. Son départ s'est fait si vite. Il n'a pas eu le temps d'emporter son nécessaire de toilette. C'est quand il aperçoit les uniformes des soldats français sur le tarmac que Barbie comprend que sa longue cavale est terminée. Après 40 années de traque, le boucher de Lyon va répondre de ses crimes devant la justice. L'ancien SS, qui se pensait intouchable, qui narguait ses victimes à longueur d'interview, est extradé vers la France. Il n'a plus pour lui que ce mépris et cette arrogance qui lui ont servi de colonne vertébrale toute sa vie. L'avion dans lequel se trouve Barbie a été affrété en secret par la DGSE, le contre-espionnage français, avec la complicité du gouvernement bolivien du président Hernán Siles. Furieux, l'ancien officier de la Gestapo se met à protester. Il s'énerve, il trépigne. Il est citoyen bolivien. Il n'existe pas de convention d'extradition entre la Bolivie et la France. S'il doit être expulsé, c'est vers l'Allemagne. Toute cette procédure est illégale. Son cas doit être jugé par la Cour suprême bolivienne, beugle-t-il. Sans un mot, les agents de la DGSE font monter Barbie dans un appareil de l'armée à destination d'Orange. De là, un hélicoptère le conduit à l'aérodrome de Corba, près de Lyon. Sous escorte, il est transféré à la prison de Montluc, où la Gestapo lyonnaise torturait les résistants français. Pour reprendre les mots de Robert Badinter, ministre de la Justice, c'est dans cet endroit que Klaus Barbie devait passer la nuit, seul dans une cellule, avec les ombres des êtres qu'il avait martyrisés. Nicolaus Barbie naît le 25 octobre 1913, à Bad Godesberg. Ses parents sont des enseignants catholiques. Engagé en 1914, Barbie père est démobilisé en 1918 après la capitulation allemande. Mentalement instable et alcoolique, l'ancien soldat ressasse la défaite de son pays. Il déteste la France, il déteste les élites planquées et il déteste les Juifs, responsables, selon lui, de tous ses malheurs. C'est dans cette haine recuite que le jeune Barbie forge son tempérament revanchard et son goût pour la violence. Barbie père rejoint un réseau de résistance à l'occupation française de la Rhénanie. Klaus Barbie intègre, lui, en 1925, le collège épiscopalien Friedrich Wilhelm, à Trèves. Selon les témoignages d'anciens camarades de classe, Barbie sert d'indic au parti nazi qui entend surveiller cet établissement. Il fournit des informations sur ses professeurs et ses condisciples. Au fil des mois, l'élève timide et réservé se transforme en un fanatique du national-socialisme. Sa détestation des communistes, des francs-maçons et de tous les autres partis politiques devient viscérale. L'internat offre à Barbie ce qu'il attend, une reconnaissance sociale. Il s'engage d'abord dans la Deutsches Jungvolk, la jeunesse allemande.
Puis, il rejoint une association sportive catholique et une association caritative d'aide aux anciens combattants. En 1933, à l'âge de 19 ans, il intègre la Hitlerjugend, la jeunesse hitlérienne. La trajectoire de son enfance et de son adolescence l'a conduit à cet engagement. Ce moment où il embrasse une doctrine qu'il juge supérieure à toutes les autres. Une doctrine qui, à ses yeux, justifie toutes les brutalités, excuse toutes les extrémités et autorise tous les crimes. La détermination et le cynisme de Barbie font merveille auprès des cadres du parti nazi. Le 25 septembre 1935, il devient membre titulaire et rémunéré de la Sicherheitsdienst, la SD, service de renseignement des SS. Pendant 2 ans, il se forme aux techniques de la répression. Détaché dans des commissariats de Berlin, il participe à des patrouilles de nuit. Au cours de ses rondes nocturnes, Barbie s'en donne à cœur joie. Il frappe, il mutile, il estropie ceux qui ont eu le malheur de croiser son chemin. Des juifs, des rouges, des homosexuels ou des prostituées. Le spectacle de la douleur physique lui procure une joie intense. Promu au grade de lieutenant le 9 novembre 1940, il prend la tête d'une unité du SD à Gex, près de Dijon, en juillet 1942. En novembre de la même année, il est transféré à Lyon, sous le nom de code de Berger. Il devient chef du bureau 4 de la Sicherheitspolizei, la Gestapo, dans la 2e ville de France. Avec l'occupation, Lyon voit affluer de nombreux réfugiés fuyant vers la zone sud où les forces allemandes sont encore absentes. Proche de la ligne de démarcation, la ville devient un foyer de résistance lié au Special Operations Executive, le SOE, créé en 1940 par le Premier ministre britannique Winston Churchill. Jean Moulin, envoyé par le général de Gaulle en mai 1942 à Lyon, a pour mission d'unifier les différents mouvements de résistance, certains redoutant une mainmise des communistes. Dans sa nouvelle mission, Klaus Barbie se révèle d'une efficacité redoutable et d'une brutalité constante. Il se sert des miliciens, des gendarmes locaux, des fonctionnaires de Vichy et des agents de la sûreté française pour traquer les résistants. La Gestapo peut aussi compter sur les dénonciations qui affluent à l'hôtel Terminus, transformé en siège du SD près de la gare de Perrache. Le 21 juin 1943, Klaus Barbie arrête Jean Moulin dans une villa de Caluire, dans la banlieue de Lyon, où devait se tenir une réunion de chefs résistants. Selon Barbie, l'arrestation a été possible grâce à la complicité d'un participant, René Hardy, qui s'évade lors du transfert des prisonniers à Lyon. Barbie torture Jean Moulin pendant plusieurs jours. Jean Moulin meurt sans livrer d'informations. Le 6 avril 1944, vers 9h du matin, une unité de la Gestapo lyonnaise investit un refuge d'enfants juifs à Isieux, dans l'Ain. 41 enfants âgés de 3 à 13 ans sont arrêtés, placés dans les camions et envoyés au camp de Drancy, d'où ils seront déportés vers le camp d'extermination d'Auschwitz. Tous meurent dans les chambres à gaz. Barbie a contribué à leur déportation. Dans son acte d'accusation, le tribunal militaire permanent de Lyon chargé de juger Barbie par contumace, le 23 octobre 1951, dressera la liste des opérations menées par la Gestapo de Lyon entre 1943 et 1944. Ce document montre que Barbie n'a pas été le simple exécutant qu'il prétendait être. Avec beaucoup de zèle, il a mené des exactions, des pillages, des assassinats et des actes de torture. Certains de ses collaborateurs, interrogés après la guerre, le décrit comme un animal haineux et colérique. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth.
we made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senua's Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Au milieu de l'année 1944, Barbie comprend que la défaite est possible, voire probable. Pourtant, il refuse d'envisager une capitulation. Il veut croire que, d'une manière ou d'une autre, l'Allemagne va s'en sortir, que le Reich va survivre. Dès 1941, l'Américain Franklin Roosevelt et le Britannique Winston Churchill prennent l'engagement que les Alliés poursuivront les criminels nazis. En octobre 1943, une commission des crimes de guerre est créée par les États signataires de la Déclaration des Nations Unies. En février 1944, les Alliés entament un recensement des membres de la Gestapo et des SS. À partir de 1945, le général Dwight Eisenhower, chef d'état-major de l'armée de terre américaine, instaure un registre central destiné à collecter, trier et vérifier les informations sur les cadres du nazisme. Août 1944. Barbie reçoit l'ordre de quitter Lyon et de se replier sur Dijon. Lors d'une opération destinée à capturer le général français Henri Giraud, le gestapiste est blessé par balle au pied. Évacué vers l'Allemagne, il se rend compte que la fin de la guerre approche. Fou de rage, il se rend à Wannsee en février 1945, où Himmler a transféré la direction centrale de la police et du renseignement, la RSHA. Barbie demande à être versé dans une unité combattante afin de défendre Berlin. Sa requête est refusée. Il marche avec une canne. À l'automne 1944, la Gestapo et le SD se lancent dans la clandestinité. Le but ? S'organiser en réseau, afin d'assurer la survie des membres les plus importants. Face à la progression constante des Alliés à l'ouest et des Russes à l'est, les SS se replient. Dans leur fuite, ils emportent les documents compromettants. Et quand cela n'est pas possible, ils procèdent à des destructions systématiques. Wuppertal, 13 avril 1945. Quand il arrive dans cette ville de Rhénanie, proche de la frontière néerlandaise, Barbie se rend au siège de la SD. Les bureaux sont déserts. Tous les SS ont fui. Pendant 5 jours, ils se planquent avec une poignée d'hommes. Le 18 avril, ayant récupéré des vélos, le groupe tente de rejoindre une unité de la SS. Mais ils sont arrêtés en rase campagne par une colonne de blindés américains près de Hohenlimburg. Placé en détention dans une école transformée en camp de transit, Barbie discute avec l'un de ses geôliers. Le gars a fait la guerre de 14. Il en a marre de cette violence. Barbie lui explique qu'il veut juste se rendre à Cassel pour retrouver sa femme et ses enfants. Le gars se montre conciliant. Barbie escalade le mur de l'école et s'enfuit. Quelques jours plus tard, l'Allemagne capitule. La plupart des dignitaires nazis se suicident ou se réfugient dans la clandestinité. Pour les traquer, l'armée de terre américaine a créé en 1941 un nouveau service de renseignement, le Counter-Intelligence Corps. Rattaché au commandement US en Europe, le CIC regroupe 2000 officiers et agents chargés de l'identification et de la localisation des cadres du régime hitlérien. Leur travail s'apparente souvent à celui d'espions. Ils mènent des opérations d'infiltration et des enquêtes dont la complexité requiert sang-froid, lucidité, psychologie et une maîtrise des interrogatoires. Octobre 1945. Klaus Barbie a jeté son uniforme de SS. Il a enfilé des vêtements civils. Sur la route le conduisant à Cassel, il est arrêté par une patrouille de soldats russes. Ignorant qui est cet individu, les militaires se contentent de lui voler son alliance avant de le laisser repartir. Barbie retrouve sa famille
dans une ferme appartenant à la femme d'un de ses cousins, à Bursfeld. L'officier de la Gestapo est obligé de travailler comme journalier avec d'autres clandestins, presque tous d'anciens SS comme lui. 2 semaines après son arrivée, une patrouille de soldats britanniques se présente à la ferme. Le SOE a localisé Klaus Barbie. Sa femme dit qu'il est absent. Les soldats promettent de revenir le lendemain. À la fin du mois de juin 1945, le CIC a arrêté plus de 30 000 suspects, dont 3 000 membres de la Gestapo. Fin 1945, environ 120 000 personnes ont été appréhendées. Au total, entre 1945 et 1948, le registre central de l'armée américaine lance 85 000 avis de recherche et rédige 200 000 rapports transmis aux pays concernés par les agissements des criminels de guerre. Cassel, novembre 1945. Ayant fui la ferme de son cousin, Klaus Barbie se rend dans cette ville où il a gardé des contacts. S'il a une chance d'obtenir de l'aide, c'est là, pense-t-il. À Cassel, il retrouve Fridolin Becker, un commandant SS. Ils avaient sympathisé quand ils étaient membres de la Hitlerjugend. Becker procure à Barbie une chambre au 35 Barfüßerstraße à Marbourg, une localité située à 80 km. Le propriétaire est un ancien des sections d'assaut, les SA, un type fiable. Klaus Barbie devient Klaus Becker. Il est représentant à temps partiel pour la compagnie d'assurance Hamburg-Mannheimer. « 17 avril 1946. La police de Cassel enregistre une plainte déposée par une baronne d'origine juive du nom de von Forstner. La veille, vers 22h15, 3 individus se faisant passer pour des inspecteurs de la police criminelle se sont introduits chez elle et lui ont dérobé 80 bijoux pour une valeur estimée à 100 000 Reichsmark. L'enquête révélera que l'un des voleurs est Klaus Barbie. Au moment du procès en avril 1950, les 2 complices de Barbie affirmeront qu'il avait gardé les bijoux volés. Ces derniers sont retrouvés de manière étrange quelques jours avant le procès, abandonnés dans une rue par 2 individus. C'est le renseignement américain qui restitue les précieux objets à la police ouest-allemande. Mais quand le parquet demande des précisions sur les circonstances de la découverte des bijoux, les Américains refusent de répondre. À ce moment-là, Klaus Barbie se trouve à Augsbourg et travaille comme informateur du CIC depuis 3 ans. Qu'un mandat d'arrêt soit émis contre lui pour usurpation d'identité et escroquerie le 26 juin 1950 ne lui fait ni chaud ni froid. Les Américains ont besoin de lui et sont prêts à le couvrir.